Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation. Présentation d'un document en anglais, d'un document de réflexion qui s'inscrit dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Vous savez qu'il s'agit non pas seulement d'un agenda institutionnel ambitieux, mais également un moment de réfléchir avec l'ensemble des citoyens européens, un moment de débat qui est aussi largement ouvert à la place de l'Europe dans le monde. C'est pourquoi cette présentation qui s'appuie sur ce document qui va vous être présenté va être l'occasion de nourrir un débat sur le rêve austral de Paul-Émile Victor, de Jules Verne, de grands voyageurs, de grands aventuriers, et d'interroger si finalement cette France ultramarine, cette France des terres australes, pourrait être en quelque sorte un quai des futurs de la présidence française de l'Union européenne. Parce que nous avons beaucoup de choses à imaginer ensemble avec nos partenaires européens, au-delà des mers et au-delà des océans, construire la Blue Economy, l'économie bleue, avec nos partenaires, avec des pays tiers dans le monde. Alors, pour bien comprendre l'état d'esprit, effectivement, de cette vision, en quoi faut-il renouer avec ce rêve austral qui a marqué les esprits de nombreux scientifiques, océanographes, je citais Paul-Émile Victor, mais on peut penser aussi à des écrivains comme Jules Verne. Eh bien, vous avez ici sur cette carte l'extraordinaire oasis de biodiversité que représente le district des îles Éparses. Alors, vous savez qu'au sein des TAF, les terres australes et antarctiques françaises, il existe plusieurs districts qui permettent de régir la protection, la sauvegarde d'un certain nombre d'îles, d'îlots qui ont été pendant l'histoire, avec notamment la route des épices dans l'océan Indien, des points stratégiques extrêmement importants qui cristallisent parfois des relations parfois difficiles avec nos voisins. Je pense à Maurice, à Madagascar. Et puis, comme vous voyez sur cette carte, c'est finalement une oasis qui est aussi étroitement reliée avec l'île de la Réunion, avec des territoires et des précieuses ressources ultramarines, c'est la France des trois océans. Alors, voyons comment, effectivement, justement, ce territoire qui occupe un positionnement stratégique tout à fait atypique, à la croisée de l'Afrique de l'Est, qui est plutôt un périmètre d'influence d'Afrique anglophone et aussi néerlandophone avec l'Afrique du Sud. Cette géographie si particulière que vous voyez en photo est aussi très largement ouverte sur un spectre, puisque l'océan Indien est à la fois une zone de passage reliée au Moyen-Orient, aux côtes du Golfe Persique, et aussi, dans une moindre mesure, avec, bien entendu, l'Asie. Alors, comment redécouvrir et se replonger, faire revenir, entre guillemets, le monde vers l'océan Indien? Vous savez qu'avant l'ouverture du canal de Suez, eh bien, c'était le canal du Mozambique qui a été l'âge d'or d'une constellation de cités, États, de villes, de sultanats, de royaumes qui ont profité de la prospérité des échanges maritimes pour relier Europe et Extrême-Orient, constituer une escale stratégique pour rapprocher le monde et rapprocher les continents. Alors, dans le contexte de l'exposition universelle de Dubaï, vous avez l'exemple, et nous allons regarder effectivement quelques cas d'études qui peuvent très largement inspirer notre réflexion collective. Vous avez ici mis en avant la démarche du pavillon des Comores, qui a été mis en valeur dans le cadre de l'exposition universelle
de Dubaï. Vous savez que la grande richesse des Comores, c'est une fleur, la fleur d'ylang-ylang, qui possède une molécule extrêmement intéressante pour les grands parfumeurs et qui a toujours beaucoup intéressé Guerlain, une molécule qui permet de stabiliser le parfum. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer le meilleur parfum du monde, sans cette fleur d'ylang-ylang, vous ne stabilisez pas l'odeur, et finalement, cette fleur d'ylang-ylang est une molécule d'intérêt qui a beaucoup intéressé les parfumeurs, les industries de la beauté, de la cosmétique, et il a existé aux Comores pendant longtemps, d'ailleurs, une plantation, la fameuse plantation Guerlain. Ce qui a amené finalement l'archipel des Comores à renouer avec cette grande histoire et la mettre en valeur, mettre en valeur son jardin des merveilles dans le cadre de l'exposition universelle de Dubaï, en montrant comment les sciences de la vie, les biotechnologies, la grande richesse de la biodiversité était un formidable laboratoire à ciel ouvert qui positionne de nombreuses opportunités de recherche, de partenariat, et qui pourrait aussi certainement rapprocher des mondes. Alors, un autre cas d'étude extrêmement intéressant, c'est, arrêtons-nous quelques instants, sur le pavillon France de l'exposition universelle de Dubaï. Vous savez que chaque exposition universelle mobilise plus d'une centaine de pays. La plupart des États du monde sont représentés à travers des pavillons thématiques qui sont à la fois les creusets de l'innovation, de la créativité de chaque pays participant autour d'un thème extrêmement fort. Et en réponse à la thématique portée à Dubaï, Connecting Mind, Creating the Future, le pavillon France s'est adossé sur une thématique à la fois intéressante et passionnante, l'High Speed Inspiration, la France, pays avec doté de véhicules, d'idées, de projets, de dynamique collaborative à la vitesse de la lumière, l'High Speed Inspiration. Qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ce mouvement lumière-lumière, qui est la thématique phare du pavillon France à Dubaï, veut dire? Eh bien, vous savez qu'à l'intérieur de ce pavillon, il est possible d'accéder à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui a voyagé depuis les archives nationales, dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des techniques, et qui est là pour inspirer les générations futures autour de la thématique de la lumière, vue comme une source de réflexion et d'évasion. Le pavillon France invite les visiteurs à prendre de la hauteur. C'est le 8e pavillon le plus haut de l'exposition universelle de Dubaï et qui offre, comme vous le voyez, aux étages supérieurs, un magnifique panorama avec de nombreuses aménités, restaurants et offres ludiques pour les différents visiteurs et parties prenantes de ce pavillon. L'idée qui guide justement cette réflexion autour de la lumière, c'est d'inviter à construire dans une double référence philosophique, puisqu'on pense bien entendu au progressisme, à ce mouvement philosophique des Lumières, et puis la place de la lumière dans une ouverture peut-être beaucoup plus technique, technologique, qui vise aussi à créer des émotions, des expériences et à connecter le monde demain. Alors, parions sur ces deux facettes autour de la lumière et regardons comment finalement ce pavillon France est aussi porteur de projets futuristes, de nouvelles opportunités pour les hommes de travailler ensemble et de se relier vers de nouveaux horizons de collaboration. Ici, vous avez un projet tout à fait remarquable qui est un premier module d'habitat autonome sur habitat lunaire, donc qui vise à accompagner la découverte de l'espace et qui s'appelle EuroHub Concept, qui a été à la fois récompensé par un certain nombre
de fondations, d'instituts prospectifs, et qui a eu le grand mérite d'être mis en valeur dans le cadre du pavillon France à l'exposition universelle de Dubaï, qui va continuer sa route vers l'océan Indien, puisque vous savez que sur l'île de la Réunion va être aussi mis en valeur justement la formidable inventivité de ce projet. Plusieurs tables rondes avec des experts, de grands témoins ont permis justement de présenter cette formidable Odyssée de l'espace dans le cadre de la programmation du pavillon France à l'exposition universelle de Dubaï. Vous avez ici une photo où vous pouvez apercevoir notamment un architecte visionnaire qui est Jacques Rougerie et qui a une fondation qui pousse énormément de projets et qui encourage la jeunesse à rêver, à imaginer demain. Alors, quels peuvent être justement les bénéfices d'être un voisin d'un pays membre de l'Union européenne et comment effectivement ce degré d'ambition, de partenariat, de coopération peut avoir un sens aujourd'hui et pousser la France dans un nouvel élan, dans son positionnement au-delà des mers et des océans et en relation directe avec l'océan Indien. Quel peut être le positionnement de cette France australe et peut-elle être le plus proche voisin européen de l'Asie, de l'Afrique et du Moyen-Orient? Alors, comment envisager tout d'abord cette idée? Qu'est-ce que ça veut dire pour la France d'être l'un des plus proches voisins européens du monde? Eh bien, c'est une formule qui a été empruntée par la diplomatie française, par le Quai d'Orsay, il y a un an, à l'occasion et en réaction notamment avec le Brexit. Et l'Irlande et la France se sont retrouvés finalement dans un nouveau jeu d'acteurs, dans une nouvelle relation qui a poussé des diplomates français à positionner et défendre un plaidoyer pour rappeler combien dans la nouvelle situation liée au Brexit, avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, eh bien finalement la France devient le plus proche voisin européen des Irlandais. Et c'est quelque chose qui a été mis par écrit dans le cadre d'une tribune qui a été publiée le 2 janvier 2021 et qui a été en plus un moyen de promouvoir la relation post-Brexit que la France souhaiterait développer avec nos amis irlandais. Alors, c'est intéressant de comparer finalement ce contexte irlandais et ce que ce rêve irlandais pour beaucoup de ports de l'arc atlantique, de la Manche. On pense à Saint-Malo, à Roscoff, à Caen, à de nombreux ports normands. Comment véritablement cela a modifié en profondeur notre relation avec nos amis irlandais. D'abord, c'est un travail extrêmement important qui a été poussé à la fois par acteurs publics et privés pour modifier en profondeur la connexion entre les ports irlandais et français, en passant de rotation hebdomadaire qui s'était établie autour de 11 à environ 44. Ce qui veut dire que les biens, le transport de marchandises, pour permettre aux transporteurs irlandais de réduire les coûts bureaucratiques, les temps d'attente aux frontières, ce corridor maritime est effectivement un formidable pont pour permettre de maintenir l'accès de l'Irlande à l'ensemble du marché unique européen via une ligne directe qui est l'Interland français, à savoir l'interface maritime sur la Manche et l'Atlantique. On considère que les échanges franco-irlandais représentent annuellement l'équivalent d'11 millions d'euros, principalement dans les produits pharmaceutiques, mais il y a aussi d'autres échanges dans le domaine des ressources halieutiques, de l'agroalimentaire, et puis les échanges de services qui sont bien entendu très importants
y compris dans le e-commerce. Alors, comment finalement imaginer ce Business Without Borders et comment imaginer une cartographie dynamique de projets, d'initiatives qui pourraient justement générer de nouvelles opportunités avec l'espace lié à l'océan Indien qui représente 2 milliards d'individus. Il faut noter déjà dans l'océan Indien la présence d'îles qui occupent une position tout à fait atypique. D'abord l'île de la Réunion, qui n'est pas considérée comme un membre de l'espace Schengen et qui permet à la fois à des ressortissants chinois et indiens de venir pour un visa simplifié, sans procédure administrative, pour un séjour inférieur à 15 jours. Alors, des procédures avec sans le recours, procédure simplifiée de mobilité, absence de visa, eh bien, ce sont les passeports sud-africains qui, déjà depuis 2013, n'ont pas besoin de solliciter un visa pour se déplacer sur l'île de la Réunion et passer un séjour inférieur à 3 mois, c'est-à-dire 90 jours. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est potentiellement porteur de nombreux débouchés et nous allons étudier ensemble les 4 champs qui s'ouvrent justement à cette France des terres australes, à ce formidable oasis d'innovation, de recherche et de partenariat. Premier élément fort, cosmétique, biotech et sciences de la vie. On cherche de plus en plus aujourd'hui à se tourner vers des produits, des matériaux biosourcés et s'extraire le plus possible des énergies fossiles. Alors, je vais vous parler de cette fleur d'ylang-ylang qui a fait la réputation de Comores et de sa fameuse plantation Guerlain. On pourrait parler de la route des épices à travers la vanille, les clous de girofle. Il existe certainement de nouvelles opportunités d'études, de recherche pour mieux comprendre la faune et la flore de l'hémisphère sud, construire les modalités d'un travail partenarial, notamment autour du biosourcing, et de dépasser les frontières pour justement aujourd'hui exploiter de façon beaucoup plus transversale les opportunités en matière de pharmacopée, de molécules d'intérêt, de nouveaux traitements, de nouveaux vaccins. Et donc ouvrir un champ extrêmement large dans le domaine de recherche qui concerne les biologistes. Qui dit ouverture de nouveaux champs de recherche implique aussi un fort désenclavement du transport aérien. Et c'est une deuxième filière d'avenir qui est amenée à être extrêmement importante pour demain, la filière aérotech. Qu'est-ce que ça représente ? C'est un vaste écosystème, une véritable chaîne de valeur à imaginer, à la fois pour des avions en fin de vie, c'est-à-dire qu'il existe un pôle de maintenance et de destruction de vieux appareils. On a compté à peu près 700 dans la zone océan Indien et qui sont dans un cycle qui va amener à intéresser des entreprises, des acteurs industriels, des acteurs également dans le domaine des services, pour penser la destruction et l'utilisation de matériaux rares qui pourraient potentiellement être réutilisés grâce à la mobilisation de savoir-faire européens spécifiques. Ce qui est intéressant, c'est que cette chaîne de valeur a besoin de PME créatives, de start-up, d'entités de recherche, de coalitions créatives, à la fois parce que des financements européens peuvent être mobilisés. Il est possible de lever des fonds avec le programme LIFE, qui est un programme européen consacré à la fois à la sauvegarde de l'environnement et
et l'action en direction du climat. Et puis, croire aussi à de nouvelles formes de mobilité à travers plusieurs projets, dont un centre d'excellence en ce qui concerne les drones et qui peut répondre à différents usages, santé, logistique, biodiversité, relier des îles, des écosystèmes grâce à des drones, faire évoluer également notre rapport au monde, à des paysages complexes, la réflexion de demain qui est aussi à développer dans le domaine des forêts connectées. Nous parlions de la cosmétique, des fleurs d'Ilan-d'Ilan, des ressources liées à la biodiversité. Eh bien, la filière aéronautique peut elle aussi être un précieux contributeur de ce champ passionnant pour fabriquer du futur. Autre projet, Urban Air Mobility, eh bien, c'est un projet de Future Smart City dans l'océan Indien qui se prépare sur la côte ouest de l'île de la Réunion avec de nombreux enjeux démographiques, touristiques, et l'idée est de construire justement de nouvelles structures capables d'accueillir et de développer des véhicules nomades en vol libre. Et c'est l'idée d'expérimenter une piste ULM qui pourrait justement permettre, avec un accès à la mer, de développer de nouvelles structures. Un autre élément important pour cette région du monde, cette France des terres australes, c'est de jouer un rôle déterminant pour demain devenir une destination scientifique de l'espace, une destination scientifique de l'exploration spatiale avec de nombreuses forces liées à la fois à la géologie du territoire, au relief montagneux, à l'ouverture aussi sur le ciel qui peut permettre de nombreuses expérimentations et la reconstitution finalement dans des conditions proches de la vie de certaines planètes, de premiers habitats autonomes, de structures qui pourraient permettre d'accueillir des missions de la Mars Society et d'autres délégations d'équipes d'astronomes. Je vous ai parlé de ce projet tout à fait atypique qui est actuellement présenté au pavillon France de l'exposition universelle de Dubaï, qui est une collaboration extrêmement intéressante entre de jeunes startups françaises, des physiciens, astronautes et une grande fondation très connue. Eh bien, ce projet tout à fait atypique, il a peut-être une réponse extrêmement intéressante à apporter pour développer demain un premier habitat lunaire. Ce qui, à travers ce schéma ici, vous permet de retrouver les différentes fonctions telles qu'elles ont été pensées et qui pourraient à la fois se décliner sur la Lune, mais aussi sur la planète Mars. Un autre élément et troisième chantier extrêmement intéressant, c'est le domaine de l'hospitalité augmentée. L'hospitalité augmentée, c'est à la fois une réflexion nouvelle liée aux industries du tourisme de luxe, à leur relation avec l'environnement. Ici, vous avez une initiative tout à fait remarquable qui est le premier écomusée sous-marin qui a été développé dans la baie de Cannes, sur une île, à proximité d'une île qui s'appelle l'île Marguerite. Eh bien, pourquoi ne pas dupliquer en commençant par l'île de la Réunion, mais pourquoi pas en relation avec les Seychelles, avec Maurice, avec d'autres îles de l'océan Indien, avec les parties prenantes du circuit des îles Vanille, un concept de musée sous-marin qui serait l'occasion de travailler avec des insulaires, avec également des artistes, des designers qui pourraient œuvrer ensemble et immerger des statues dans des zones sensibles qui seraient des lieux à la fois de prise de conscience de la fragilité de l'environnement et de protection de la nature et des grandes richesses marines qui entourent l'environnement insulaire. Il y a un artiste de référence britannique qui est en pointe sur ce domaine-là, qui a travaillé sur ce type de projet, en particulier au Mexique, en Amérique centrale, qui a réalisé des
un certain nombre d'initiatives et de musées autour de cette finalité dans le Yucatan. Eh bien, la réflexion qui a été développée à Cannes est intéressante autour de ce mystérieux homme au masque de fer et qui a amené un travail collaboratif extrêmement intéressant avec des résidents citoyens cannois qui ont accepté de faire reproduire leur visage et d'être mis en scène dans des fonds marins qui sont des lieux très particuliers, interdits au mouillage et uniquement à la disposition de visiteurs, de plongeurs qui souhaitent se sensibiliser à l'environnement et travailler ensemble à une prise de conscience environnementale qui, demain, pourra certainement être stimulée grâce aux industries culturelles et créatives. Et c'est cette rencontre entre l'environnement, le 7e art, qui pourrait justement être un formidable paradis pour développer une nouvelle approche d'hospitalité augmentée pour l'océan Indien, comme terre d'accueil, pourquoi pas, de nouvelles de nouveaux contenus, de nouveaux véhicules de sensibilisation à notre planète. Ce qui fait le lien avec l'un des 4e chantiers, Ocean Tech, eh bien, c'est parler ensemble du potentiel offert par l'économie bleue. L'économie bleue est extrêmement intéressante à développer et elle résonne dans l'océan Indien parce que finalement, c'est un moyen de connecter les esprits, de créer du futur, de fabriquer du futur. Ça, c'est la thématique de l'exposition universelle de Dubaï. Et pourquoi ça fait sens finalement dans une zone qui comprend 2 milliards d'habitants? Eh bien, l'océan Indien a toujours été un lieu de passage, une zone d'incubation où de nombreuses civilisations ont convergé et ont formé un incroyable tissu multiculturel, ce qui fait que la plupart des îles que vous voyez ici sur la carte sont extrêmement fières de leur culture respective, de leur histoire, de ce qui fait les traits de leur culture insulaire. Et c'est ce grand potentiel avec lequel nous avons à apprendre de l'un et de l'autre. Et c'est de grands forums qui ont été aujourd'hui qui ont fait leurs preuves et qui, chaque année, mobilisent de grands acteurs de la planète. Je pense, dans les Émirats, à l'Abu Dhabi Sustainability Week, qui travaille de concert avec de grands acteurs de l'économie bleue dans l'océan Indien, en particulier les Seychelles, mais aussi la France. Le World Future and Energy Summit, qui se déroule également à Abu Dhabi, et qui sont des plateformes de discussion pour travailler ensemble sur la transition, les énergies renouvelables et le passage, en tous les cas qui intéresse particulièrement le Moyen-Orient, à une économie post-pétrole. Et pour ça, la mobilisation des ressources de l'économie bleue peuvent en partie répondre à une approche régionale plutôt intégrée, où il est possible d'apprendre des autres pour encourager des développements futuristes autour des biotechnologies ou de la recherche avancée. Parce que finalement, l'économie de la France australe, les populations, la culture et le développement qui a toujours été forgé par l'océan va impliquer une gouvernance extrêmement forte pour gérer les enjeux de zones maritimes communes où finalement, au-delà des frontières, nous restons extrêmement interdépendants. Et vous savez qu'il existe une initiative en France métropolitaine tout à fait intéressante qui est née dans la région Languedoc-Roussillon, devenue Occitanie. C'est un parlement de la mer qui était né à Montpellier de l'initiative de la région Languedoc-Roussillon et qui peut-être nous invite à réfléchir comment ce concept d'économie bleue peut être vecteur de source, de progrès entre l'Europe, entre la région de l'océan Indien, le Moyen-Orient, l'Afrique, le Mozambique, l'Afrique du Sud, Madagascar, bien sûr, et puis d'autres nations qui souhaiteraient effectivement penser différemment
l'utilisation de leurs ressources, non plus en termes d'extraction, mais en termes de développement, ce qui implique de réfléchir à une véritable plus-value qui soit durable et dont pourront bénéficier les générations futures à travers des emplois pérennes et valorisants. Cette Blue Economy, cette économie bleue est aussi un formidable conducteur pour de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités et l'utilisation effectivement harmonieuse et durable des ressources de l'océan qui impactent de nombreuses filières, tourisme, transport, le monde de la recherche, les biotechnologies, nous parlions des cosmétiques et demain même aérotech, puisque c'est véritablement un secteur plein d'avenir. Je voudrais vous remercier pour votre attention et maintenant débattre avec vous tous, vous dire que d'autres publications seront des outils extrêmement utiles dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne pour débattre de ce rêve austral de Paul-Émile Victor, de ce rêve austral de Jules Verne, de ce rêve austral que nous pouvons façonner et co-construire ensemble en nous appuyant sur la richesse de ces îles et la formidable oasis de biodiversité que représentent les TAF, les terres australes et antarctiques françaises. Je vous précise que cette présentation est enregistrée, qu'elle va être ensuite présentée dans un format en anglais pour permettre aussi des interactions avec des partenaires européens, avec d'autres parties prenantes en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, qui souhaiteraient aussi ouvrir un débat et discuter, pourquoi pas, de projets et d'initiatives qui pourraient aller dans ce sens, partager l'innovation, partager de nouveaux enjeux de gouvernance et partager de nouvelles inspirations pour demain. Bref, fabriquer ensemble du futur. Merci à tous et je vais répondre aux questions si vous avez des demandes d'éclaircissement.